L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation et sur TV 78, épisode 245. Mon invité est ce soir le député Renaissance de la 12e circonscription des Yvelines, Carl Olive. L'hebdo politique. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Corentin Alonso. Vous êtes député Renaissance donc de la 12e circonscription des Yvelines, 6 ans au pouvoir. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République. Depuis le premier instant de ces 6 années, je tâche à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général, a écrit le président dans un courrier adressé aux Français qui ont voté pour lui. Alors le premier quinquennat a été rythmé par de nombreuses crises, affaire Benalla, mouvement des Gilets jaunes, première manifestation contre la première tentative de la réforme des retraites, crise du Covid ensuite, puis cette guerre en Ukraine et cette contestation sociale qui se poursuit encore sur la réforme des retraites. Quel bilan faites-vous, vous, de ces 6 années au pouvoir et du chemin parcouru donc par la majorité présidentielle ? Je suis maire de Poissy entre 2014 et 2022 et la relation que j'ai pu avoir avec le président de la République, elle date quasiment du début de l'engagement qui a été le mien, au détour notamment d'une visite du président dans un endroit que vous connaissez bien sur Radio Sensation, qui est le quartier de la Coudray où je suis né, sur un exemple de rénovation urbaine. Et le courant est vite passé parce que, d'abord, le président a un langage simple, un langage direct, et comprend le sujet des maires de terrain. Le paradoxe, et vous avez raison, c'est que notamment au niveau de la crise des Gilets jaunes, autant le président avait été élu sur un programme de réforme qu'il voulait mettre en œuvre très rapidement, autant la manière de les mettre en place était une espèce de dimension verticale. Je décide, vous exécutez. Et j'ai dit au président un jour, président, ça se passe pas comme ça. Venez voir celles et ceux qui sont aux prises avec la réalité. Il y a un problème de méthode au début, notamment. Oui, bien on sait sûr. qu'il avait eu des relations un peu compliquées avec les maires, notamment, et l'AMF. Oui, enfin, je ne parle pas de l'AMF qui est depuis devenu un peu plus un syndicat de bon sens et qui est resté un syndicat politique avant l'arrivée de David Lisnard. Mais j'avais dit au président, il faut s'appuyer sur celles et ceux qui sont en prise directe avec la réalité du terrain, c'est-à-dire les maires, et donc partir du terrain. Et c'est ça qui m'a plu, chez lui. Et puis aussi, disons-le, le fameux en même temps, c'est tout simplement le récit du général de Gaulle en 58 dans la constitution de cette 5e République. Il y a la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite. Il y a deux courants. Le courant de la réforme et le courant du devoir et de la tradition. C'est ce qui m'a séduit chez le président. Ce que j'en retiens, c'est que on a tous un combat pour l'emploi lorsqu'on est maire, lorsqu'on est conseiller départemental, peut-être qu'on y reviendra, quand on est conseiller régional, quand on est, qui plus est, président de la République. C'est vraiment le combat pour l'emploi. Et pour combattre l'emploi, il faut travailler pour réduire le chômage. Et c'est vrai que cette courbe inversée du chômage depuis 6 ans, elle est manifeste. On est à 7,2% de taux de chômage. Ça n'est jamais arrivé depuis 15 ans. On a multiplié quelque chose qui me parle beaucoup, qui je crois vous parle beaucoup et parle beaucoup à nos téléspectateurs et aux auditeurs, c'est l'apprentissage. 300 000 il y a 7 ans, près de 900 000 aujourd'hui. C'est une voie pour l'emploi, c'est certainement pas un passeport par défaut. Vous avez vu, j'imagine, comme beaucoup de monde, ces images du 8 mai avec le président remontant les Champs-Élysées vidés. Les manifestations avaient été interdites dans le secteur. Il n'y avait pas de rassemblement populaire pour ce 8 mai sur les Champs-Élysées. Ou encore même, un peu avant, lors de cette finale de la Coupe de France, le président a été contraint de saluer les finalistes dans le couloir. C'était quasiment du jamais vu. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un président ne pas pouvoir aller sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas mauvais en termes d'image, en termes de communication, ces images envoyées aux Français? Alors, de deux choses l'une. D'abord, deux sujets. Le premier que vous évoquez, concernant le 8 mai. On voit bien que depuis quelques 3 ou 4 mois, avec la réforme des retraites, ce pays, cette société est devenue de plus en plus clivante. Je dirais que le Covid est passé par là également, mais on voit bien que le ruissellement, comme je le dis, de la dernière législative à l'Assemblée, gagne aussi du terrain. Ici, dans notre Assemblée, disons-le, c'est très compliqué de pouvoir examiner les lois, la fabrique de la loi, parce qu'on a notamment une opposition d'extrême gauche qui nous empêche, qui provoque, qui insulte, qui injurie parfois. Et je le dis, ça ruisselle aussi sur le terrain. Maintenant, évidemment que tout n'est pas parfait. Évidemment que cette réforme des retraites, elle a été mal embouchée dès le départ. Il aurait fallu passer
plus de temps, je reviens sur ce que j'ai sur les maires, auprès des Français pour prendre un peu plus de, comme je dis, de bourre-pif dans le rugby, d'être à portée de baffe, comme le dit le président Larcher, ce qui permet la confrontation. Mais pour avoir accompagné le président de la République, par exemple, dans le Bas-Rhin, tout ce qui concerne les casseronades, comme on dit, ou les casserolades, tout ça est orchestré, savamment orchestré par l'extrême gauche, et les syndicats d'extrême gauche. Je ne parle pas de la CFDT, je parle de la CGT, et c'est pas ça la France. Il y a une France aussi silencieuse, qui n'est pas forcément d'accord avec le président, qui parfois l'est, et qui fait qu'on peut échanger avec lui. Donc je peux comprendre, alors c'est un excès, mais je suis frustré, moi comme vous, de voir les Champs-Élysées vides au moment du passage du président. Je fais une différenciation, Corentin Alonso, sur le Stade de France, parce que j'y étais. Qui a remis au goût du jour le fait que le président aille saluer les joueurs? C'est le président Macron, dès son élection en 2017. Ça ne s'était pas fait depuis des événements avec le président Hollande et également le président Sarkozy. La star de cette finale, c'était pas le président Macron, c'était effectivement les joueurs, et c'est la raison pour laquelle il a préféré être discret sur le sujet. Et d'ailleurs, les Français ne se sont pas trompés de combat, les supporters ne se sont pas trompés de combat. Quand il y a eu des distributions de sifflets, de cartons rouges, ça n'a pas pris. J'ai fait une intervention sur un plateau d'un de vos confrères, le samedi après-midi, puisque j'étais au stade. On m'a dit, vous allez voir une bronca historique au Stade de France. Bah, historique de rien du tout. Il s'est strictement rien passé. C'est pas 200, allez, 300 sifflets au Stade de France sur 68 000 personnes présentes qui ont, je dirais, pipé les dés. Les Français sont responsables et à ce point... Ils étaient venus aussi avant tout voir un match de foot. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aller orchestrer, politiser le plus grand événement sportif de France qui mêle amateurs et professionnels, parce que je rappelle que la finale de la Coupe de France, c'est les professionnels, mais également les amateurs de football. Je crois que c'était très malvenu, et ça a très mal été pris par les Français qui n'étaient là que pour une chose, faire en sorte que ce soit la plus belle fête de l'année. Et alors, bravo à Toulouse pour sa belle victoire. Au cours de ces 6 ans, il y a eu donc certains projets. Il y a eu la réforme des retraites, donc qui n'est pas passée dans le premier quinquennat, mais qui maintenant donc, a été adoptée. Sur la réforme des institutions, maintenant, c'est l'autre grand dossier attendu, notamment et annoncé par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, va lancer un groupe de travail transpartisan dans 2 semaines pour réfléchir donc à plusieurs thématiques autour de la réforme des institutions. C'est un dossier très attendu, notamment par les élus locaux, et vous en savez quelque chose en tant qu'ancien conseiller départemental des Yvelines et maire de Poissy. Alors commençons par l'Assemblée nationale d'abord sur cette réforme des institutions. Aujourd'hui, il y a 577 députés élus, donc au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, 12 d'ailleurs donc dans les Yvelines. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de la proportionnelle donc au niveau des départements? Donc c'est une volonté notamment portée par vos alliés du MoDem. Alors déjà, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision pour notre pays et poser un diagnostic. Quel est le diagnostic? Il y a de moins en moins de Français qui vont voter. Cette crise de la représentativité aussi dont on parle. Il y a de moins en moins de Français qui croient en leurs élus, quels qu'ils soient, à l'exception des maires, qui sont plébiscités parce que les maires sont les fantassins de la République et encore une fois connaissent parfaitement le terrain parce qu'ils passent beaucoup de temps sur le terrain. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, là vous me parlez d'une dose de proportionnelle, je crois le dire à travers vos propos. Mais elle existe la proportionnelle. Quel est le résultat de cette majorité relative? C'est bien le résultat d'une proportionnelle qui ne dit pas son nom lors des dernières élections législatives. On a un calque de notre pays voulu par les Français. Je ne suis pas sûr que ce soit une urgence de la situation. D'autant que, je pense, que ce qui nous manque aujourd'hui dans notre pays, c'est plus de proximité entre l'élu et l'administré. Or, la proportionnelle pourrait faire que sur un scrutin de liste, nous ayons par exemple dans les Yvelines quelqu'un qui finalement soit originaire de Bretagne ou du Loiret, premièrement. Deuxièmement, oui, il faut revenir au retour encadré et parfaitement encadré du député maire. 250 maires en 2012, 0 aujourd'hui. Et les maires sont les plus plébiscités. Est-ce que ça réduit la fracture démocratique? Absolument pas. Et est-ce que c'est pas une hypocrisie? Bien sûr que c'est une hypocrisie première langue. On peut être maire et conseiller départemental. On peut être maire et conseiller régional. On peut être député et conseiller départemental, ce que je suis. Il y a le temps d'avoir les emplois du temps. En cumulant les indemnités. On peut être député et conseiller régional. Et on ne pourrait pas être maire et député sans être à l'exécutif. Non, c'est une vaste hypocrisie. Bien sûr qu'il y a le temps, il faut trouver le temps. Je passe beaucoup de temps sur le terrain parce que j'ai conscience que les idées que nous, modestement, devons faire monter au niveau de l'Assemblée doivent venir du terrain.
Donc le concours Lépine de celui qui va être le plus présent à l'Assemblée, très peu pour moi. Je pense que, en revanche, je fais partie modestement d'un de ceux, des collègues, des 577 collègues députés, à passer beaucoup de temps sur le terrain, parce que c'est pour moi le sérum de vérité. Alors aujourd'hui, la question qui se pose sur cette réforme des institutions pour le non-cumul des mandats que vous évoquez, c'est où est-ce qu'on fixe le seuil? Est-ce qu'on peut être député et maire d'une petite ville, député et maire d'une ville moyenne, ou député et maire d'une grande ville? Quel est votre avis là-dessus? D'abord, disons que le président de la République et le président du Sénat, Gérard Larcher, sont en phase sur le fait de pouvoir réintroduire ce cumul encadré de députés maires ou de sénateurs maires. Ça, c'est quand même important, c'est la première chose. L'information que je vous donne, c'est que cette réforme des institutions n'interviendra pas avant les prochaines élections sénatoriales CQFD. Donc, c'est pour la fin d'année. Et merci. Qui auront lieu en septembre, les élections sénatoriales. Bravo à Yaël Braun-Pivet, notre présidente de l'Assemblée nationale, de mettre en route ce sujet dont on évoque au quotidien les contours avec les collègues maires, typiquement dans la 12e circonscription, 23 communes, tous les mois je réunis les maires. Il n'y a pas une seule réunion, je le dis, alors vous ne le voyez pas, mais devant mon attaché parlementaire Julien Di Maggio, où on ne nous parle pas du retour du cumul des députés maires. Seuil ou pas seuil, il faudra cheminer. Moi, je ne suis pas omniscient sur le sujet. Et les cercles de réflexion mis en place, notamment par Yaël Braun-Pivet, et puisque nous allons remonter comme contribution, notamment avec mes amis Génération Terrain, dont, comme vous le savez, je suis président, feront leur œuvre. Et puis, c'est comme ça que nous devons cheminer, me semble, à l'instar de ce qu'on aimerait faire à l'Assemblée nationale. Sur la table également, la réforme du conseiller territorial. C'est un sujet qui revient souvent. Donc les conseillers départementaux, si cette réforme est appliquée, siégeraient également dans le conseil régional. Certains ont peur que les régions deviennent des organes de représentation des intérêts départementaux qui peuvent être parfois divergents. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas aussi? Un peu la même chose que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous m'avez posé une question, je ne l'ai même pas comprise. Mais vous avez complètement raison. Mais c'est tellement compliqué dans ce pays. Commençons par rendre les choses un petit peu simples. Est-ce que la compétence du conseil départemental, qui consiste à gérer les collèges, la compétence des lycées, de la région, qui consiste à gérer les lycées, ne pourrait pas être mutualisée? Est-ce que pendant le Covid, il était, je dirais, cohérent que le matin, j'aille distribuer des masques, puisque j'étais conseiller départemental dans les collèges, et que l'après-midi, ma collègue et amie Alexandra Dublanche, conseillère régionale d'Île-de-France, fasse la même chose dans les lycées de la ville de Poissy? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui doit être un petit peu simplifié. Cette idée, elle vient de, rendons à Nicolas Sarkozy ce qui lui appartient, elle vient de Nicolas Sarkozy. C'était pour, en fait, simplifier, mutualiser les ressources et les moyens. À mon avis, dans la hiérarchisation des priorités, nous n'en sommes pas là. En revanche, limiter un certain nombre d'élus, pourquoi pas, mais de grâce, simplifions l'administration de ce pays. C'est ça qui pourrit le quotidien des Français. C'est pas autre chose. Et si on commençait par simplifier l'administration, un certain nombre d'administrations dans le pays, et on pourrait en parler lors de la réforme des institutions, je peux vous dire qu'on faciliterait la vie des Français et ça leur donnerait peut-être un petit peu plus envie d'aller voter. Enfin, le retour du septennat est également évoqué avec des élections législatives mi-mandat, un peu à l'américaine, qui permettraient donc de pouvoir revoter et redonner donc son avis en cours de mandat. Est-ce que vous seriez favorable au retour du septennat? Alors ça peut être une espèce de soupape, je ne vais pas dire de sécurité, mais voilà, d'oxygène. Ça, c'est envisageable. Il ne faudrait pas qu'on ait des législatives anticipées qui poursuivent ce mid-day, enfin ce mid-ship. Donc vous évoquez l'origine aux États-Unis tous les 3 ans ou tous les 3 ans et demi. L'avantage de la situation aujourd'hui, c'est qu'on pensait que après l'élection d'un président ou d'une présidente, l'Assemblée serait uniforme. La vérité, c'est que non. Et les Français sont pas dupes. On peut voter pour un président ou une présidente à la présidence de la République, lui donner une majorité. Et pas lui donner un chèque en blanc. Et moi, je trouve que c'est plutôt cohérent, à une condition, c'est qu'on puisse travailler pour le pays et pas simplement pour les partis. Parce que aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de pouvoir faire avancer les lois dans ce pays parce qu'on a de l'obstruction, de la provocation, des insultes, je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut on doit tous être exemplaires. Et je nous mets également, nous, ça nous arrive aussi de dire des bêtises, et il faut les reconnaître, il faut s'excuser et repartir de bon pied. L'hebdo politique.
Toujours avec Carl Olive, député de la 12e circonscription des Yvelines, député Renaissance. Le 9 mai dernier, c'était la journée de l'Europe. Pour marquer le coup, les députés de la majorité ont proposé une loi pour faire voter l'obligation pour les mairies d'arborer le drapeau européen sur leur façade, une pratique déjà très répandue dans les plupart des mairies de France. Pourquoi la rendre obligatoire? Ça serait nécessaire selon vous? Je pense qu'il faut que, entre guillemets, les règles soient les mêmes dans les 35 000 communes de notre beau pays. Et vous le disiez, Corentin, à juste titre, certains n'ont pas attendu, et un certain nombre de maires n'ont pas attendu de placer le drapeau européen adossé. Vous l'aviez placé, vous, à Poissy? Bien sûr. Et depuis de longue date, il a toujours été présent dans mon bureau à partir de 2014, comme il l'est dans le bureau de Sandrine Bernaud dos Santos, qui a pris le relais à la ville de Poissy avec Maestria. Non, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que nous faisons aujourd'hui partie d'un continent qui est un continent fort, à une condition, c'est qu'on travaille ensemble, pas chacun dans son couloir. Je dis souvent que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. On va plus loin parce que l'Europe est là. Donc il faut une France forte dans une Europe engagée. Et c'est pas incompatible. Et encore une fois, c'est pas l'un à côté de l'autre. Donc moi je me satisfais de cette loi. Si je devais prendre un tout petit peu de recul, je me dis quand même, il faut en arriver là pour imposer un certain nombre de choses. Ben oui, parce que, y compris certains édiles, sans les nommer, font parfois aussi de l'obstruction à l'endroit de l'Europe, simplement par dogmatisme. Et on a appris aussi qu'Emmanuel Macron a été invité du 2 au 4 juillet pour une visite d'État en Allemagne. Il s'agira de la première visite d'État d'un président français donc en Allemagne depuis 2000, a souligné l'Élysée. Une visite qui se déroulera donc l'année des 60 ans du traité de l'Élysée. On a célébré le 8 mai, justement, la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est important aussi de célébrer cette paix franco-allemande et cette relation franco-allemande 60 ans après avec ce traité de l'Élysée. À qui le dites-vous? À Poissy, nous sommes jumelés avec une ville allemande qui est la ville de Pirmasens, qui est une ville qui est près de la frontière française. C'est extraordinaire, ce qu'avait voulu notamment le général de Gaulle, de pacifier les relations entre la France et l'Allemagne. Il fallait avoir envie, avec le chancelier Konrad Adenauer, de pouvoir le mettre en place. C'est ça l'origine des jumelages. Et c'est ça aussi la fraternité entre la France et l'Allemagne. L'Europe, c'est deux moteurs, c'est la France et l'Allemagne. Et je dirais que cette combinaison hybride, agrémentée évidemment de forts soutiens, je pense à nos amis espagnols, à nos amis portugais, nos amis italiens, de pouvoir construire et de pouvoir continuer à faire en sorte que la résilience, ça soit une résilience au quotidien. Et j'insiste là-dessus, sur cette question, Corentin, que vous me posez entre la France et l'Allemagne, parce que le devoir de transmission est pour moi très important. On ne peut pas comprendre ce pays, on ne peut pas avancer dans ce pays si on oublie les origines, les épisodes qui malheureusement ont causé des cicatrices qui sont des cicatrices à vie. Et le dernier exemple, l'hommage à Jean Moulin, le père du CNR, est pour moi une très belle initiative. Et dans le même temps, à Poissy, il y a une quinzaine de jours maintenant, il y a eu cette commémoration comme j'ai pu la vivre à Orgeval, à Crépierre. Et c'est formidable parce que c'est intergénérationnel. Et il faut absolument continuer ce devoir de transmission. J'aimerais, Carl Olive, maintenant qu'on évoque un autre dossier d'actualité, la situation à Mayotte, où l'opération Wambouchou se poursuit pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance dans le 101e département français. Le président des Comores, Azali Assoumani, a une nouvelle fois réaffirmé la souveraineté des Comores sur Mayotte et que c'est la France qui est responsable, voire coupable de ce qui s'y passe. Alors que représente Mayotte pour vous, élu des Yvelines? On a vu les Mahorais clamer encore et encore leur amour pour la France et leur envie d'être français récemment. Alors moi, je ne veux pas vous parler du président des Comores, je veux plutôt vous parler effectivement des Mahorais, qui sont des Français à part entière. C'est notre 101e département depuis 1841. Je crois que le plus bel hommage que j'ai entendu ces dernières semaines, c'est celui de ma collègue Lyotte, Estelle Youssoufa, qui explique que les Mahorais se sont battus pour être français et que le cœur de la France vibre au quotidien à Mayotte et qu'il faut absolument en avoir conscience. Et c'est vrai que la distance fait parfois loin des yeux, loin du cœur. Certains l'oublient. Eh bien, les élus ne l'oublient pas. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a répondu aux élus
élus et aux Mahorais pour faire régner tout simplement la démocratie et faire en sorte qu'il n'y ait pas un centimètre carré dans notre pays, Mayotte inclus, qui n'échappe à celles et ceux qui veulent vivre en France. Et moi, je suis ravi qu'il y ait eu cette opération, pardonnez-moi du terme, c'est pas le terme approprié, mais il faut absolument que la loi règne et qu'elle soit la même pour tout le monde. Il n'y a rien qui doit être au-dessus de la loi. Après, celles et ceux qui veulent devenir français, il y a des moyens de pouvoir le faire. Mais je dirais que l'immigration, dans droit, et on pourra peut-être en reparler, doit être vue, je dirais, comme une digue pour qu'il n'y ait pas d'obstacles et surtout qu'il n'y ait pas une expansion de celles et ceux qui finalement n'ont rien à faire sur un territoire. Non pas qu'ils n'y soient pas les bienvenus, mais ce n'est pas leur territoire tel que vous avez pu le signifier avec le président des Comores. Enfin, Karl Olive, parlons sport pour finir et parlons du PSG qui va très bientôt prendre ses quartiers à Poissy avec le nouveau centre d'entraînement. En tant qu'ancien maire, vous avez suivi depuis de longs mois, de longues années ce chantier, 17 terrains de sport et la création d'un nouveau stade aussi pour les équipes de jeunes. C'est un dossier important pour Poissy qui va aboutir dans les mois qui arrivent. Je dirais que c'est un dossier important pour le territoire, pour les Yvelines, parce que le Paris Saint-Germain a failli quitter les Yvelines. Il cherchait une surface digne des ambitions du Paris Saint-Germain, et si ça n'avait pas été le cas, il aurait quitté vraisemblablement le département de Source-Sûre. Oui, c'est un totem, c'est formidable pour le territoire, c'est 500 emplois pendant la durée des travaux, c'est 350 millions d'euros d'investis par la gouvernance du Paris Saint-Germain, c'est 17 terrains, c'est le football, c'est le hand, c'est le judo, c'est une clinique, ce sera 2 hôtels. Et l'information que je vous donne presque en primeur, c'est que dans un mois, l'ouverture de la section professionnelle pour les professionnels. Et donc, à partir de la saison prochaine, les professionnels s'entraîneront ici à Poissy, comme les féminines, comme la préformation, comme la formation. Il y aura par exemple 15 classes qui seront dévolues à la formation des jeunes futurs professionnels du Paris Saint-Germain ici à Poissy. Et on est sur un cercle vertueux de l'économie locale. C'est important parce que ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui vient s'installer sur 75 hectares. C'est le Paris Saint-Germain qui vient s'installer à Poissy, avec les communes limitrophes, avec le département, avec sa fondation, avec son association et une partie de la direction administrative du Paris Saint-Germain qui vient s'installer. C'est vraiment c'est formidable. C'est formidable pour l'emploi, je le disais, c'est notre premier combat. Dans la foulée, Porsche est venu s'installer, Alfa Romeo vient également s'installer, Stellantis indirectement vient installer un campus XXL. Pour Poissy, on est redevenu le premier bassin d'emploi, je continue à dire nous, vous voyez, comme si j'étais encore maire, et on est redevenu le premier bassin d'emploi de la vallée de Seine. Alors ça, c'est pour le centre d'entraînement, mais il y a aussi la question du stade, où les négociations avec la mairie de Paris sont très compliquées. Le club a déposé un dossier pour racheter le Stade de France, c'est l'option numéro 2. Autre possibilité aussi, la création d'un nouveau stade, d'une nouvelle enceinte. On parle de l'hippodrome de Saint-Cloud et même certains évoquent aussi les Yvelines et pourquoi pas Poissy, même si c'est l'hypothèse la moins probable. Où doit jouer le PSG selon vous? Le Parc des Princes reste... D'abord, on va rappeler que le berceau du Paris Saint-Germain, c'est la ville de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Deuxièmement, le berceau sportif du PSG, c'est le Parc des Princes. Et s'il y a un choix à faire, il faut que ce soit au Parc des Princes. Et moi, j'aimerais que la ville de Paris, Madame Hidalgo, n'ait pas la mémoire qui flanche et se souvienne un tout petit peu d'où vient cette, renommée aussi de la ville de Paris au travers du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain a eu raison de candidater pour le Stade de France, parce que si malheureusement, ça ne se faisait pas au Parc des Princes, même si, encore une fois, pour moi, le PSG doit jouer au Parc des Princes avec une rénovation qui pourra amener 20 000 places supplémentaires, alors il faudrait chercher un autre endroit. Et le Stade de France, entre guillemets, est en vente. C'est 600 millions d'euros. Il y a au moins 600 millions de rénovations si on veut en faire un joyau digne de ce nom. Donc le Paris Saint-Germain a eu raison. Et le Paris Saint-Germain a raison, encore une fois, de regarder un autre endroit. Je disais sous forme de boutade que si la ville de Poissy pouvait rendre service, c'est ce que je disais à l'époque pour le centre du PSG. La vérité, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui sont privilégiés. Et peut-être également, vous avez raison, dans les Yvelines. Vous vous êtes rendu à Évry
également, il n'y a pas très longtemps, pour aller saluer donc, ceux qui sont à l'origine du défi de la lucarne d'Evry, qui sera donc de retour dans les Yvelines. Vous l'avez annoncé sur une vidéo Twitter. Il y aura 10 dates organisées par le département des Yvelines pour que chacun puisse relever ce défi. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée de quelle ville pourrait accueillir l'événement dans les mois qui arrivent? D'abord, Corentin, si vous me le permettez, je voudrais quand même rappeler la genèse de cette initiative. Nadia Eck, qui est une collègue députée de Conflans, à l'époque ministre de la Ville, m'avait confié un rapport sur l'insertion des jeunes au travers du sport entre 12 et 17 ans dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en politique de la ville. J'ai fait 200 auditions. Et parmi les auditions, je suis allé interviewer ces jeunes d'Evry pour leur lucarne. Le fait de taper dans le ballon, parce que je sais que j'ai un ami qui travaille chez vous qui s'appelle Franck Hédard, qui connaît très bien le football, taper dans le ballon comme un coup franc et mettre le ballon dans une petite lucarne, dans un quartier, dans un immeuble. Moi, j'y suis allé d'abord pour écouter ces jeunes, voir quelle était leur idée derrière. Le fait est qu'ils ont fait un tour de France. Et le fait est que c'était une manière aussi de valoriser nos quartiers qui sont tellement stigmatisés. Et donc, déjà l'an passé, après avoir réussi la lucarne, j'ai proposé au président Bédier de pouvoir accueillir 10 étapes dans le département des Yvelines, ce qu'il a fait. Par exemple, à Poissy, nous avons effectué un samedi après-midi place de la République, le jeu de la lucarne. Ils avaient transféré une lucarne amovible, 1500 jeunes et intergénérationnels ont pu taper dans le ballon, mais on a aussi tiré le fil, parce que c'est aussi, encore une fois, une manière de démarrer avec un ballon, mais de dire qu'il y a un écosystème au travers de cela. Et donc on a fait un forum de l'emploi avec des entreprises qui sont venues recruter, des jeunes qui tapaient dans le ballon, qui sont venus aider des jeunes à remplir un CV, avec la mission locale. Donc vous voyez, au-delà de ça, ça me paraît important de valoriser ces jeunes. On a la possibilité d'installer des lucarnes amovibles, c'est ce que je vais aussi proposer au département. Et puis j'ai aussi défié Kylian Mbappé de pouvoir faire cette lucarne. Kylian, il est originaire de Bondy, mais c'est un tel ambassadeur, Kylian Mbappé, que ce serait formidable dans un contrat gagnant-gagnant. Alors je suis heureux d'y être allé, je suis heureux d'avoir mis la lucarne, mais au-delà du geste sportif, c'est aussi une envie de tendre la main à celles et ceux qui sont pour moi bien trop stigmatisés. Et je fais un clin d'œil à Mala, à Swahili, à Goy, et puis à Samir, qui sont à l'origine de cette très très belle initiative. Merci beaucoup, Carl Olive. C'est moi. D'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes député de la 12e circonscription des Yvelines. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et sur TV 78. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.